Elle avait quelque chose de spécial, Victorine. Elle était vraiment très très belle. Elle avait des longs cheveux. On m'a toujours dit qu'elle pouvait faire mannequin. Pour nous, c'était la plus parfaite de toutes les sœurs. Donc, j'appelle maman et je lui dis maman, écoute, j'ai quelque chose à te dire, Victorine, elle a disparu. Je suis sûre qu'il est arrivé quelque chose à Victorine. Je ne vois rien, je hurle, les fenêtres ouvertes, je hurle son prénom. Je regarde partout, je n'ai jamais vu ma fille. Les gendarmes vont d'abord découvrir grâce au chien des affaires, une chaussure, un sac à main. Et puis vont finir par tomber sur un corps qui correspond en tout point à la description de Victorine. En Isère, beaucoup d'émotions à Villefontaine cet après-midi où vous le voyez, plusieurs milliers de personnes ont participé à une marche blanche en hommage à la jeune Victorine. Tu me manques, tes rires communicatifs, tes câlins, ta voix, ton regard si bleu et si doux. Ma petite fille, je suis très fière de ce que tu étais. Qui est le tueur? Qui est le monstre qui a fait ça? Un homme qui s'en prend à des jeunes femmes en les étranglant et en les étranglant de la même façon. En fait, on a affaire à un vrai prédateur sexuel. On est très loin du père de famille et du mari idéal. On est sur quelqu'un qui mène une double vie, finalement. Et il consomme de la cocaïne. Il en consomme beaucoup, beaucoup trop. Victorine, elle s'est dit non, je ne me donnerai pas à cet homme. Parce que j'ai décidé que ce serait comme ça et quitte à en mourir. Elle a tellement dû avoir peur. Ma fille, elle est morte entre ses mains. Ah, j'ai pas de la colère, j'ai de la haine, en fait. C'est de la haine. La tragique histoire que je vais vous raconter est l'une des affaires criminelles les plus bouleversantes de ces dernières années. Celle d'une jolie jeune fille à qui la vie souriait, mais qui a croisé par hasard la route d'un terrible prédateur à seulement quelques rues de chez elle. Tout commence en 2020 à Villefontaine, dans le département de l'Isère, une commune d'environ 20 000 habitants, située à une quarantaine de kilomètres de Lyon. C'est une ville qui est constituée d'un centre-ville, mais qui s'est étendue géographiquement, avec des lotissements qui sont construits un peu sur les hauteurs. C'est une ville résidentielle où il n'y a pas énormément d'insécurité. On va surtout voir des maisons individuelles, entourées de jardins, où c'est un peu la ville à la campagne. On est vraiment au vert quand on vit dans ces quartiers-là de Villefontaine. C'est dans un quartier tranquille de Villefontaine que réside la famille d'Artois. Au sein de ce foyer, il y a James, le père, Sylvie, la mère, et leurs 4 enfants, un garçon et 3 filles, tous très liés. On est très très fusionnels dans la famille. Donc le papa, la maman, les enfants, on est tout le temps ensemble. Une famille très unie. Donc vraiment, papa, maman, Rémi, Romane, Perrine et Victorine. Vraiment que nous 6. Rémi, vu que c'était le seul garçon, forcément que nous, entre filles, on s'entendait bien. En plus, on n'avait pas beaucoup d'écart. 3 filles en 4 ans. C'était les 3 sœurs. On faisait les colonies de vacances ensemble, on partait en vacances ensemble, il fallait qu'on aille se faire les magasins ensemble. On n'a jamais rien fait séparément. Les sœurs d'Artois se ressemblent tellement qu'à Villefontaine, elles ont été surnommées les triplées. La plus jeune de la fratrie, c'est Victorine, une petite dernière dont la joie de vivre fait le bonheur de toutes les familles. Elle était drôle, sans le vouloir en fait. C'était dans ses mimiques. Parce qu'en fait, quand elle disait quelque chose, elle mimait avec, mais tout son corps. Mais vraiment de la tête aux pieds. C'est un vrai clown. Voilà, ça, pour nous faire rire, toujours elle nous faisait rire. Ça, elle aimait beaucoup.
Moi, j'aime trop tout ce qui est marché, enfin les marchés, quoi, tout ce qui est pantalon Jaguar. Elle avait quelque chose de spécial, Victorine. Elle était vraiment très, très belle. Elle a des yeux d'un bleu magnifique, des grands yeux, un super beau sourire. Elle avait des longs cheveux. On m'a toujours dit qu'elle pouvait faire mannequin. Pour nous, c'était la plus parfaite de toutes les sœurs. Et c'est marrant parce que tout le monde la trouvait magnifique. Et elle, elle avait énormément de complexes et on ne sait pas pourquoi. Tout l'a complexée et pourtant, elle avait pas besoin de complexer. Victorine n'a jamais eu de petit copain. Jamais. Victorine vient de fêter ses 17 ans. Une journée particulière et un moment inoubliable pour la jeune fille. Nous sommes en septembre 2020. À tout juste 18 ans, Victorine vient d'avoir le bac et elle se lance dans des études de communication. Mais une autre voie semble aussi l'attirer. Issue d'une famille catholique pratiquante, Victorine est très croyante. Elle a fait les scouts quand elle était petite. Elle allait souvent à la messe, elle a fait du catéchisme. Et c'est vrai que Dieu, pour elle, était très important. Elle priait énormément. Je me rappelle qu'il y avait une fois, un soir, elle vient me voir, elle me dit « Perrine, il faut que je te parle, j'ai quelque chose à te dire. » Je lui dis « je t'écoute. » Elle me dit « Écoute, je sens que Dieu m'appelle. » Elle me dit « J'ai envie de devenir religieuse. » Et je dis « Écoute, Victorine, si c'est ça ton chemin, suis-le. » Elle avait une très très grande foi, Victorine. Elle aimait toujours que les gens soient bien. C'était vraiment une très très belle personne, vraiment. Ainsi s'écoule la vie heureuse de Victorine Dartois. Une famille aimante, des études qui la passionnent et cette foi dans laquelle elle s'épanouit pleinement, jusqu'à la date fatidique du 26 septembre 2020. Ce jour-là, un soleil radieux règne sur Villefontaine. Et pour Victorine, ce samedi commence le plus normalement du monde. Victorine décide cet après-midi-là d'aller se promener au village de Marcq, qui est un centre commercial en plein air, avec certains de ses amis, donc une après-midi comme les autres. Elle était attendue avec ses copines, alors elle me dit ce soir. Parce que le soir même, on devait aller à la fête foraine avec des amis et tout, et c'était mon meilleur ami qui devait nous y emmener. Et elle me disait ce soir, je vais manger avec des amis et je reviens. Victorine veut profiter de cet après-midi entre copines pour faire du shopping au centre commercial. Elle n'a pas encore son permis de conduire, alors elle s'y rend par le bus. Après avoir flâné avec ses amis, elle décide de rentrer aux alentours de 18h30. Son domicile se trouve à l'autre bout de Villefontaine. Donc pour rentrer chez elle, Victorine doit prendre 2 bus. Un premier qui la prend au niveau du village des Marcq et qui l'amène jusqu'à la gare routière. Et puis à partir de la gare routière, monter dans un deuxième bus qui va la raccompagner quasiment jusque devant chez elle. Quand elle part du village des Marcq, elle prend un premier bus et puis à quelques secondes près, elle rate le second bus qui devait la conduire jusqu'à son quartier. Quand Victorine est à la gare routière, qu'elle vient de rater son bus, elle voit que le suivant est annoncé 38 minutes plus tard, ce qui est trop long pour elle, sachant qu'elle a que 2 km à parcourir et à peu près une vingtaine de minutes de marche. Donc en fait, pour gagner du temps et arriver plus vite chez elle, elle décide de faire le chemin à pied. En cette fin septembre, il fait encore jour. Victorine emprunte le chemin qu'elle connaît par cœur pour rentrer chez ses parents. Alors qu'elle marche depuis une dizaine de minutes, elle appelle sa sœur Perrine. Elles ont prévu d'aller ensemble le soir même à la fête foraine. J'entends sa petite voix, elle est avec son chewing-gum dans la bouche en plus. C'est-à-dire qu'elle rigolait toujours au téléphone. Elle m'a dit « Ah, j'arrive, t'inquiète pas, j'ai loupé mon bus, mais je suis là. » Et après, ça s'arrête là, parce que du coup, elle me dit « J'ai plus de batterie, mais j'arrive, t'inquiète pas. » Donc je lui dis « Bah, y a pas de souci, je finis de me préparer, je t'attends. » Avant de raccrocher, Victorine indique à sa sœur qu'elle se trouve au niveau du stade de la Prairie. Dans 15 minutes, maximum, elle sera à la maison.
Après quoi, Victorine compose un autre numéro de téléphone, celui de Salomé, sa meilleure copine, qui doit les accompagner à la fête foraine. Elle m'a dit qu'elle avait raté son bus. Et justement, en plus, je lui ai dit, tu veux que je vienne te chercher en voiture, tout ça. Elle m'a dit, non, t'inquiète pas, il n'y a pas besoin, je vais arriver chez moi. Il est presque 19h. Victorine devrait bientôt arriver chez elle. Sauf que 20 minutes plus tard, toujours pas de nouvelles. Voilà qui n'est pas normal, se dit Perrine, sa grande sœur. Je vois le temps qui passe, mais je la vois pas arriver. Je me suis dit, c'est un coup peut-être qu'elle discutait avec une copine, mais en même temps, elle me disait qu'elle avait plus de batterie au téléphone. Donc je me suis dit, elle est peut-être là, en train de discuter avec des voisins, je regarde par la fenêtre, je vois personne. Perrine tente de joindre sa sœur sur son portable, mais il bascule directement sur messagerie, et elle sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors que l'inquiétude monte, leur ami arrive sur place pour les conduire en voiture, comme prévu, à la fête foraine. Je lui dis, écoute, ma soeur n'est toujours pas rentrée, il faut qu'on fasse un peu le tour en voiture. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Il me dit, mais non, t'inquiète, on va la retrouver et tout. On fait le tour 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et jusqu'au moment où là je sens que la panique elle c'est de pire en pire quoi. Je regarde ma meilleure amie, je lui dis comment j'annonce à mes parents que ma sœur a disparu. Donc j'appelle maman et je lui dis maman écoute j'ai quelque chose à te dire, Victorine elle a disparu. J'entends un cri de ma maman qui se met à hurler au téléphone. Au bout du fil, c'est la panique. À son tour, Sylvie Dartois est prise d'un mauvais pressentiment. Je suis sûre qu'il est arrivé quelque chose à Victorine. Et là, c'était le branle-bas de combat. J'ai pris ma voiture, j'ai descendu jusqu'au stade de la Prairie. J'ai bien hurlé son prénom. Victorine, Victorine, Victorine partout. Pas de Victorine. Je remonte, je refais le tour du rond-point, je redescends de l'autre sens. Je ne vois rien, je hurle, les fenêtres ouvertes, je hurle son prénom. Je regarde partout, je n'ai jamais vu ma fille. Sylvie Dartois et James, son mari, cherchent leur fille partout. Perrine, elle, se charge de contacter une par une les copines de sa sœur. J'appelle toutes ses amies avec qui elle était l'après-midi. Je leur dis, est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce qu'elle vous a contacté? Ils me disent non, elle nous a dit qu'elle rentrait à la maison. Je dis, mais elle n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Moi, je ne comprends pas. Parce que pour le coup, Victorine, c'était vraiment quelqu'un qui n'était pas du tout à partir de chez elle sans prévenir personne, ou elle avait rien à cacher. Donc du coup, c'est vrai qu'on n'est pas de nouvelles comme ça en un instant. J'étais vraiment dans l'incompréhension, et surtout que juste avant, elle avait appelé Perrine, m'avait appelé moi, donc c'est vrai que c'était vraiment très bizarre. Ne sachant plus quoi faire, ses parents décident d'alerter la gendarmerie locale. Il est 21h45. La jeune étudiante a disparu depuis plus de 2 heures. On leur dit que notre fille n'est pas rentrée et que ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible qu'elle ait pu fuguer. Quand on signale la disparition de Victorine, les proches de Victorine sont immédiatement crus. Il n'y a pas de débat, la gendarmerie prend très au sérieux cette disparition. Victorine est tout juste majeure et a priori, elle n'a aucune raison de se volatiliser ainsi à la tombée de la nuit. Les gendarmes réagissent donc immédiatement. Ils se lancent à sa recherche et quadrillent tout Villefontaine en espérant la croiser quelque part. Tout va très très vite. Les gendarmes ont donc, avec mon mari, tracé un plan pour rechercher Victorine, donc dans des petits bois à côté de chez nous, un peu partout. Et moi, je devais rester à la maison parce que les gendarmes m'avaient demandé de rester à la maison. Au cas où elle reviendrait, il fallait bien que quelqu'un reste. Donc je suis pas allée la chercher.
Parmi les membres de sa famille, c'est l'incompréhension la plus totale. Que lui est-il arrivé entre le stade de la Prairie, lieu de son dernier appel, et la maison des Dartois? D'autant qu'à peine 1 kilomètre sépare les deux endroits. Donc on part tous et en fait on va directement chercher au stade de la Prairie parce que c'est là où s'est passé le dernier appel. Donc on fait le chemin du stade de la Prairie jusqu'à la maison et on va dans tous les coins, etc. On a refait son chemin à l'endroit, à l'envers. Il y a des personnes qui pensaient qu'elle s'était foulée la cheville, qu'elle était tombée dans les petits ravins sur le côté. Et c'est vrai qu'on se pose un tas de questions. Et si, mais avec le si on referait le monde, c'est horrible. Mais ça, on souhaite à personne. On va de maison en maison et on essaye de demander si quelqu'un l'aurait vu, etc. Et personne ne nous répond. Il fait nuit et jusqu'à 6h du matin, on a cherché. Jusqu'à 6h du matin. De par avoir son enfant chez soi, c'est compliqué. Je me dis où est-ce qu'elle est. Malheureusement, la nuit s'écoule sans le moindre signe de la jeune fille. Au lever du jour, la famille est folle d'inquiétude. À la gendarmerie, c'est la mobilisation générale. Première priorité, reconstituer minute par minute l'itinéraire emprunté par Victorine juste avant qu'elle ne disparaisse. Pour cela, les enquêteurs examinent les images de vidéosurveillance, à commencer par celle du centre commercial où Victorine a passé son après-midi. Les extraits des caméras de vidéosurveillance ont permis d'établir qu'elle était vêtue d'un sweatshirt rose, d'un jean, de baskets blanches et d'un petit sac à main blanc. Elle avait de très grosses créoles aussi. Donc on voit Victorine accompagnée de ses amis sur les images de vidéosurveillance à l'intérieur du village des Marques, en train de flâner dans les boutiques. Donc bon, il faut rappeler que c'est une étudiante, elle n'a pas beaucoup de moyens, donc elle achète rien, mais en tout cas c'est le plaisir de faire du lèche-vitrine. Vers 18h30, Victorine quitte ses amis, direction la gare routière de Villefontaine, qui dispose également de caméras de vidéoprotection. Et à ce moment-là, les gendarmes constatent qu'elle manque son bus de très peu, c'est une affaire de secondes. C'est à ce moment-là qu'elle décide de remonter jusque chez elle à pied depuis la gare routière. Il est 18h48 quand elle quitte la gare routière, c'est vu sur les images de vidéosurveillance. On la voit cheminer sur différentes vidéos jusqu'aux alentours du stade de la Prairie. On sait qu'à 18h55, elle n'a pas de problème puisqu'elle appelle sa sœur pour lui dire qu'elle sera en retard. Et elle a le dernier échange téléphonique qu'elle a avec ses amis, c'est 18h58. La dernière fois qu'elle est vue, c'est sur la dernière caméra qui amène au stade de la Prairie, où là, après, il n'y a plus de caméra. Et ensuite, on perd sa trace visuellement parlant. On ne sait pas après quel chemin elle a pu emprunter. Les gendarmes s'interrogent, surtout lorsqu'ils découvrent en étudiant sa téléphonie que son portable a brusquement cessé d'émettre à 18h58, soit juste après son dernier appel à Salomé, sa meilleure amie. Alors, que s'est-il passé ensuite? Victorine a-t-elle fait une mauvaise rencontre? C'est en tout cas le scénario que redoute d'emblée sa famille. Je pense à un kidnapping. Kidnappé pour un proxénète. Enfin, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce que elle a été enfermée quelque part? Moi, ce que j'espère juste, c'est qu'elle ne soit pas en train de souffrir. Je me suis dit, la Victorine, elle doit hurler de ne pas nous voir. Parce que c'était vraiment quelqu'un de peureuse. Mais je me suis toujours dit qu'elle allait revenir. Dimanche 27 septembre 2020. Victorine a disparu depuis la veille au soir. La nouvelle a déjà fait le tour de Villefontaine. Face à cette famille en détresse, face aux heures qui s'égrènent, les habitants se mobilisent pour prêter main forte aux enquêteurs. On a eu un élan de solidarité que j'aurais jamais pensé. On voit, il y avait à peu près 300, 400 personnes pour venir chercher Victorine. On en a eu des frissons. Hein. La rue, elle était pleine. Tous les gens de Villefontaine étaient là pour chercher ma fille.
J'entendais tous les hélicoptères au-dessus de la maison. Je me suis dit, ils vont la trouver. Donc on fait une énorme battue tous ensemble et on avance en ligne pour essayer de trouver quelque chose. Donc c'est horrible, c'est vraiment là, c'est pesant, l'ambiance c'est vraiment horrible. Au bout de quelques heures, il faut se rendre à l'évidence. Malgré les efforts de chacun, aucune trace de la jeune fille. Les battues ne vont absolument rien donner. On va chercher en vain, mais on ne retrouvera pas Victorine. On se dit, mais c'est pas possible en fait. Enfin, elle a disparu d'un coup et on n'arrive pas à la retrouver. C'est comme si elle s'était évaporée. Ils sont revenus, ils n'ont pas retrouvé ma fille. Lundi 28 septembre au matin, après 2 jours de recherche ininterrompue, Victorine demeure toujours introuvable. Pour les siens, l'attente vire au supplice. Sylvie, sa maman, lance un appel désespéré sur les ondes. Victorine, là où tu es, si tu m'entends, ne t'inquiète pas. Tout le monde te recherche. On te retrouvera, c'est sûr. On a la foi, on sait que tu reviendras. C'est sûr, ma chérie, c'est sûr, on te retrouvera. Mais alors que Sylvie d'Artois est en train de délivrer ce message si poignant, l'affaire va définitivement sombrer dans la tragédie. À la mi-journée, une équipe de la télévision régionale assure un direct depuis la zone où la trace de Victorine s'est évanouie. Ici, à Villefontaine, les recherches sont toujours en cours autour du stade de la Prairie. Les recherches se concentrent dans les bois, mais aussi dans les nombreux points d'eau autour de ce stade. Et c'est là, au moment précis où le journaliste rend l'antenne, que l'équipe cynophile fait une série de découvertes inquiétantes. Les gendarmes qui sont sur le terrain, ils vont d'abord découvrir, grâce aux chiens, des affaires, une chaussure, un sac à main, qui ressemblent fortement à ceux qu'avait Victorine. Et puis surtout, on va retrouver le téléphone de Victorine qui est cassé. Ce téléphone et ses effets personnels ne sont pas retrouvés n'importe où. Les gendarmes les découvrent près d'un ruisseau qui longe le chemin que Victorine devait emprunter. La zone est immédiatement gelée et les forces de l'ordre continuent d'avancer même si le cours d'eau s'avère particulièrement difficile d'accès. Il faut imaginer un ruisseau au bord duquel il y a quand même pas mal de végétation. Et puis en avançant plus loin sur le chemin, en continuant à travailler les chiens, ils vont finir par tomber sur quelque chose d'encore plus dur, c'est-à-dire sur un corps qui correspond en tout point à la description de Victorine. Aucun doute possible. Ce corps sans vie correspond bien au signalement de la disparue. On reconnaîtra très rapidement ses longs cheveux bruns. On pouvait encore largement la reconnaître, son corps n'était pas abîmé. Donc il n'y avait pas de doute sur le fait que c'était bien elle. Son corps est immergé dans l'eau, la tête est dans l'eau. Elle est à plat ventre et elle est dans des branchages. En fait, son corps stagne. Ce qui est très frappant, c'est qu'elle a les bras et les jambes croisés. Elle est vraiment comme un fœtus, en fait. Elle est recroquevillée. Et ce qui va être marquant aussi dans cette découverte, c'est que son jean est retourné, descendu sur ses jambes et le pull qu'elle portait est remonté sur son ventre. Et elle a la braguette et la ceinture défaite. Mais elle a toujours sa culotte en place. Sous les yeux des gendarmes, une scène insoutenable. Impossible pour le moment de déterminer les causes du décès, même si le scénario d'un crime à connotation sexuelle se dessine déjà. Alors que la police scientifique investit les lieux, le plus délicat reste à venir pour les enquêteurs, prévenir les membres de la famille de Victorine. Ils les convoquent à la gendarmerie, sans rien leur dire,
de la terrible découverte. Je pensais qu'on allait ouvrir la porte et qu'elle allait arriver tuméfiée, les cheveux en bataille, qu'on l'avait peut-être violée, frappée, je ne sais pas. Mais j'attendais jusqu'à la dernière seconde pour me dire qu'ils vont me la ramener, ils vont me la ramener. J'attendais, vraiment. Et là, on nous a dit, nous avons retrouvé un corps dans l'eau et elle était très belle. Et quand j'ai entendu qu'on parlait au passé, c'était terrible. On s'est dit, c'est fini. Donc on se met tous à hurler. Et moi, pour moi, c'est impensable. Je suis tombée dans les pommes à je ne sais combien de reprises. C'est le calvaire. Ça a été un crime, mais je me suis dit, c'est pas possible. Pantalon baissé, mais qu'est-ce qu'on lui a fait en fait? L'horreur, c'est très compliqué. Et de se dire, mais c'est pas possible, pourquoi elle? Enfin, c'était un ange. Qui est le tueur? Qui est le monstre qui a fait ça? Je voulais juste qu'il le retrouve, qu'on sache qui c'est. Pour la famille d'Artois, c'est un véritable cauchemar. Très vite, l'onde de choc se propage dans la France entière. Le soir même, la mort de cette jolie jeune fille fait l'ouverture des journaux télévisés. Cela ne faisait guère de doute depuis qu'une brigade cynophile avait retrouvé le corps sans vie d'une jeune femme en début d'après-midi. Le corps de Victorine a été découvert à quelques mètres d'ici, en contrebas de cette route départementale, dans un secteur escarpé et boisé. La jeune fille de 18 ans avait disparu samedi soir, après avoir fait les boutiques avec des amis. Les gendarmes de la section de recherche de Grenoble sont saisis de l'enquête. Face à l'émotion générale, ils se trouvent déjà sous pression. D'autant que l'autopsie de la victime vient confirmer la violence du crime. On retrouvera de nombreuses ecchymoses, des traces de violence un petit peu partout sur son corps. Comme la majorité des lésions sont répertoriées au niveau du cou, on imagine que Victorine a pu être étranglée, mais qu'elle n'est pas morte de cet étouffement, puisqu'on retrouve de l'eau à l'intérieur de ses poumons. Les causes de la mort à ce moment-là sont bien déterminées. C'est une mort par noyade avec l'intervention d'un tiers. Le médecin légiste va aussi travailler sur la question d'une possible agression sexuelle ou d'un viol, mais rapidement il va pouvoir écarter en tout cas le fait que Victorine ait été violée puisqu'il n'y a pas de lésion génitale. Un étranglement et un déferlement de coups avec tentative de viol et mort par noyade. Alors, qui a bien pu se livrer à de telles atrocités? Et pourquoi Victorine? Devant cet épouvantable dénouement, l'élan de solidarité envers la famille d'Artois ne faiblit pas, bien au contraire. Alors bonsoir les gens, c'est tout simplement pour vous remercier pour tous vos messages de soutien que vous nous apportez à moi et ma famille. Je peux même pas vous répondre parce qu'avec ma famille nous sommes en deuil. Clairement on a du mal à accepter que notre sœur soit partie trop tôt. À cet âge-là, 18 ans, c'est très très jeune, je vous souhaite vraiment pas de vivre ça. Cela fait 3 jours que le corps de Victorine a été retrouvé dans le ruisseau. Tandis que la gendarmerie poursuit ses investigations, la solidarité continue. En Isère, beaucoup d'émotions à Villefontaine cet après-midi où vous le voyez, plusieurs milliers de personnes ont participé à une marche blanche en hommage à la jeune Victorine. Le corps de l'étudiante de 18 ans a été retrouvé en début de semaine. Il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. Moi, ça m'a retourné. Punaise, je me suis dit, non mais c'est tout ce monde et puis tout le monde en blanc. Et ça, c'était magnifique. C'est vrai que ça réchauffe quand même le cœur parce que on se dit qu'elle a vraiment touché énormément de personnes. Je me dis qu'elle était tellement gentille, cette enfant, qu'elle mérite vraiment ça. Mais vraiment, vraiment.
Famille, amis, camarades de lycée ou simples anonymes, c'est une foule de plus de 6000 personnes qui défie la perte de vue en hommage à Victorine. Ce jour-là, ses parents, son frère et ses 2 sœurs sont dévastés par le chagrin. Mais ils reçoivent un signe qui va les aider à traverser cette épreuve. L'amie de Victorine, elle était venue avec une petite pomme dans une petite cage. Elle nous avait dit oui, je l'ai prise justement pour la marche blanche, si vous voulez la lancer. Donc on l'a lancée une première fois, elle était retombée par terre. Donc papa il a dit non, il faut la lancer plus haut et plus fort. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais un oiseau, quand on le lance, il s'en va. Et elle, non, elle est revenue. On se dit que c'est forcément un signe de Victorine. La colombe est toujours à la maison. Elle est chez nous depuis 5 ans et elle est très douce. C'est une petite colombe vraiment mignonne. Quand on parle de Victorine, elle roucoule, elle nous embrasse, elle vient sur nous. Oui, elle nous réconforte, cette petite colombe. Nous voilà 9 jours après la découverte du corps de Victorine. Et l'heure est maintenant au recueillement. L'actualité de ce mercredi, ce sont aussi les obsèques de Victorine. Plusieurs centaines de personnes lui ont rendu hommage. Sylvie et James, les parents de Victorine d'Artois, se recueillent devant son cercueil. Dans l'église Saint-Jean-Baptiste, la famille et les proches assistent à la messe célébrée par le parrain de la jeune fille. Nous voici réunis dans la maison du Père pour prier pour le repos de l'âme de Victorine. Ma si jolie petite sœur, jamais je n'aurais imaginé que tu partirais si tôt et si brutalement. Tu me manques. Tes rires communicatifs, tes câlins, ta voix, ton regard si bleu et si doux. Ma petite fille, je suis très fière de ce que tu étais. Sous les applaudissements, un dernier adieu à Victorine. Elle avait 18 ans. Alors que l'émotion atteint son comble, la peur est aussi dans tous les esprits. Et la psychose s'installe. Il y a peut-être un maniaque sexuel en liberté qui sévit dans la région. Il n'y avait plus un seul enfant dehors. Ça m'avait beaucoup blessée. En même temps, c'est normal puisque on cherchait qui avait pu tuer Victorine. Donc je pense que les parents faisaient très attention à leurs enfants. Ah oui, oui vraiment. La Villefontaine tremblait. Hein. Ils se disaient mais qu'est-ce qui s'est passé On est une petite ville quoi. Hein. Une famille totalement anéantie, des habitants plongés dans la terreur et des médias qui suivent l'affaire de très près. Confrontés à une pression extrême, les gendarmes doivent coûte que coûte percer les mystères de ce crime atroce. Alors, des moyens exceptionnels sont mis en place pour tenter d'identifier son ou ses auteurs. On va se rapprocher de plus de 600 habitants pour essayer de les entendre. Et on va également aussi avoir le numéro vert qui a été mis en place, qui va être très sollicité avec 300 appels. C'est-à-dire 300 personnes qui ont appelé les gendarmes pour signaler quelqu'un, quelque chose d'inquiétant, une voiture qui passe, un comportement étrange. Ça montre à quel point cette enquête a pris de l'ampleur au niveau de la population et forcément de la cellule d'enquête. Et puis les gendarmes vont interroger toutes les personnes qui sont inscrites dans le fichier des délinquants sexuels. On a vraiment un travail de titan qui est accompli par les gendarmes. Ça a été jour et nuit, hein, le nombre d'auditions faites en un temps record. Il fallait vraiment essayer de retrouver au plus vite le meurtrier. Malheureusement, c'est un échec. Malgré des investigations massives, aucun indice à l'horizon et aucun témoignage solide à exploiter. Saura-t-on un jour ce qui s'est passé ?
Villefontaine, le 10 octobre 2020. Presque 2 semaines après la découverte du corps de Victorine, le dossier est au point mort. C'est là qu'un coup de théâtre totalement inespéré fait basculer l'affaire. L'enquête va prendre un tournant important puisque un homme va se présenter à la gendarmerie et va expliquer qu'il sait qui a fait ça à Victorine. Je sais qui a tué Victorine Berthois. Il dit que c'est l'un de ses meilleurs amis et il va donner le nom de cet homme, donc Ludovic Bertin. Les gendarmes n'en reviennent pas. Ce jeune homme, que nous appellerons Jérôme, est venu spontanément et il se montre intarissable. Il explique que quelques jours auparavant, son ami est venu à son domicile et qu'il était en pleurs. En discutant avec lui, Ludovic, son ami, lui explique qu'il aurait tué Victorine. Donc Ludovic Bertin s'est tourné vers cet ami un peu en panique. Il se tourne vers lui pour se confier sur quelque chose qui semble être beaucoup trop lourd à porter pour lui à ce moment-là. Face aux enquêteurs médusés, ce témoin providentiel va plus loin encore. Jérôme détaille le déroulé des faits tel que son ami le lui aurait raconté. Et le récit fait froid dans le dos. Il explique que Ludovic Bertin lui a dit qu'il était sorti ce jour-là, donc le 26 septembre, pour violer quelqu'un. On est sur un prédateur sexuel. Il lui a expliqué qu'il était parti ce soir-là en chasse, à la recherche d'une proie, qu'il avait pensé à couper son téléphone, qu'il était parti habillé en jogger pour pouvoir avoir un mobile au cas où on vienne l'interroger, qu'il avait repéré Victorine sur le chemin, qu'il l'avait suivie, qu'il l'a attrapée par le cou avec l'avant-bras, qu'il l'a traînée sur le côté avec l'intention de la violer, qu'il a essayé de la déshabiller. Il n'a pas réussi à la violer parce qu'elle s'est débattue. Selon Jérôme, son ami Ludovic lui aurait avoué avoir étranglé Victorine avant de cacher son corps dans le ruisseau et de rentrer chez lui sans rien dire à personne. Après avoir avoué le crime, Ludovic lui aurait promis d'aller se rendre pour ensuite y renoncer. Et voyant que Ludovic Bertin ne va pas le faire, plusieurs jours après être venu se confier auprès de lui, il a donc décidé d'aller le dénoncer. Il pleure pendant son audition parce que c'est son meilleur ami et que jamais il ne se serait imaginé devoir aller le dénoncer pour des faits aussi graves. Mais c'est quelqu'un de droit. Lui, il n'arrivait plus à endormir en fait, il en vomissait, donc c'était beaucoup trop lourd pour lui à porter. Donc sa conscience l'a guidé dans les bureaux de la gendarmerie. Des accusations gravissimes que les gendarmes prennent très au sérieux. Alors ils se renseignent le plus discrètement possible sur cet homme âgé de 25 ans, Ludovic Bertin. Ludovic Bertin, c'est quelqu'un qui fait du sport, qui est quand même plutôt musclé, qui semble quand même prêter pas mal d'importance à son apparence physique. À ce moment-là, il est marié, il est papa d'un enfant qui a à peu près 1 an. C'est quelqu'un vraiment qui semble stable au niveau familial. Après leur première recherche, les gendarmes sont perplexes. Ce Ludovic Bertin n'a pas du tout le profil d'un criminel de sang-froid. Alors, ils décident de creuser un peu plus la personnalité du suspect. Il vit avec sa famille à Villefontaine et dirige sa propre entreprise de livraison. Alors il réussit par le travail. Il acquiert une stabilité économique, financière, en termes de statut également, parce qu'il travaille dur, il travaille énormément du lundi au dimanche. Il fait figure d'exemple, y compris auprès de ses amis. Mais derrière cette façade irréprochable, les enquêteurs découvrent vite un autre visage, beaucoup plus sombre. C'est quelqu'un qui est connu des services de police, mais alors pour
pas des choses très graves, hein, mais il y a une dizaine de mentions à son casier, notamment pour des histoires de petits vols et aussi beaucoup de conduite sans permis, enfin de problèmes en tout cas de circulation routière. Et ça n'est pas tout. En questionnant son entourage, les enquêteurs apprennent aussi qu'il n'a pas bonne réputation. Ludovic Bertin collectionnerait les excès en tout genre. On est très loin du père de famille et du mari idéal. On est sur quelqu'un qui mène une double vie, hein, finalement, qui est un homme de la nuit, qui sort énormément. Les gendarmes vont s'apercevoir aussi que c'est quelqu'un qui a un gros problème de toxicomanie. Hein. Il peut consommer, il le dit lui-même, jusqu'à 10 grammes de cocaïne par jour, ce qui est énorme. Il est vrai que Ludovic vit à 100 ou à 200 à l'heure. Et il consomme de la cocaïne. Il en consomme beaucoup, beaucoup trop. Et c'est ce qui vient avec le milieu de la nuit, avec les sorties, avec le fait de pouvoir avoir cette indépendance économique et cette jeunesse, et parfois peut-être cette inconscience qui était la sienne. C'est le portrait d'un cocaïnomane à la fois impulsif et incontrôlable qui se dessine à présent. Comme sur cette vidéo de lui au volant que Ludovic Bertin avait postée sur les réseaux sociaux. C'était quelques mois avant la mort de Victorine. Son profil pourrait correspondre à celui de l'agresseur. Mais comment le confondre? À la recherche de preuves le liant au crime, ils examinent sa téléphonie le jour des faits. Et elle va se révéler très compromettante. Les gendarmes vont se rendre compte que le téléphone de Ludovic Bertin a été éteint volontairement, hein, c'est-à-dire c'est pas la batterie qui s'est éteinte d'un coup, c'est quelqu'un qui a éteint physiquement le téléphone entre 18h et 19h30, ce qui correspond à la période dans laquelle Victorine a disparu. Voilà qui semble concorder parfaitement avec les révélations de son meilleur ami, le fameux Jérôme. Dès lors, l'enquête connaît un coup d'accélérateur. Un nouvel examen plus minutieux des bandes de vidéosurveillance du stade est ordonné et il va directement relier Ludovic Bertin à Victorine. Les gendarmes vont trouver une image de vidéosurveillance sur laquelle apparaissent à la fois Victorine Dartois et Ludovic Bertin. On aperçoit sur une des captures écran, en premier plan, Victorine Dartois et au loin, Ludovic Bertin. Les gendarmes ont maintenant des éléments solides contre leurs suspects. Alors le 13 octobre 2020, près de 3 semaines après le meurtre de Victorine, ils passent à l'action. Ils le placent en garde à vue. Et contre toute attente, ils n'ont même pas besoin de lui mettre la pression. Ludovic Bertin craque d'entrée. Dès la première audition de garde à vue, il va passer à table, si vous me passez l'expression. Il va expliquer en détail ce qui s'est passé. Il explique que ce jour-là, il consomme de la cocaïne, comme il en a malheureusement l'habitude. Il est dans un état particulier d'excitation à cause de ce produit. Il a dit qu'il était parti courir, faire un jogging, et qu'il a croisé fortuitement Victorine Dartois, qu'il l'a bousculée avec son épaule sans faire exprès, en fait, en courant, que Victorine s'est retournée et l'a insultée, qu'il n'a pas supporté, en fait, de recevoir ces insultes. À ce moment-là, il va venir auprès d'elle, il va s'énerver, l'empoigner et lui serrer une première fois la gorge avec son coude. Mais alors qu'il étrangle Victorine, il aurait soudain pris conscience de ce qu'il était en train de faire et il aurait décidé de la laisser partir. Victorine se serait éloignée, terrorisée, en titubant, mais il aurait brusquement changé d'avis avant de la rattraper de peur qu'elle le dénonce. Et très clairement, à ce moment-là, il est animé de l'intention de la tuer. Il explique qu'il la prend par l'arrière avec son bras, de cette manière-là. Il va recommencer ce geste, et ce geste qui va conduire au décès de Victorine. Pour Ludovic, à partir du moment où le corps retombe inerte, il pense à ce moment-là que Victorine est morte.
Croyant Victorine morte, il aurait donc décidé de cacher son corps et de l'abandonner dans le lit du ruisseau, là où elle sera découverte 2 jours plus tard. Tandis que Ludovic Bertin vient de passer aux aveux, la nouvelle de son interpellation s'est déjà propagée à Villefontaine. Sylvie, la mère de la victime, commençait à perdre espoir. Bien sûr, pour nous, ça a été un soulagement qu'on retrouve la personne qui avait tué notre fille. Oui. Mais pour la famille d'Artois, la sidération laisse place à l'effroi, car elle découvre que le suspect habite un pavillon situé à 800 mètres à peine de son domicile. C'est horrible en fait. Il habitait juste à côté de chez nous. Mais on ne le connaissait pas, ce garçon. J'ai pas souvenir d'avoir vu Ludovic. Jamais. Je n'ai jamais vu cet homme. Jamais. J'ai eu du mal. Je me suis dit, est-ce qu'il la suivait depuis longtemps? Est-ce qu'il l'avait déjà repéré? Mais je suis sûre que Victorine ne l'avait jamais vu. En tout cas, notre famille ne l'avait jamais vu. C'est un soulagement parce que je me dis on va peut-être pouvoir avoir des réponses. Je me dis qu'est-ce qu'il va nous raconter. À la gendarmerie, la garde à vue de Ludovic Bertin se poursuit. Les enquêteurs le maintiennent sous pression. Car certaines questions restent en suspens, en particulier en ce qui concerne la possible agression sexuelle. Comment Ludovic Bertin explique-t-il le pantalon baissé et pourquoi le corps de Victorine était-il partiellement dévêtu? Lui, il va expliquer qu'il n'y a pas eu du tout de notion sexuelle dans ce passage à l'acte. Il n'est pas parti en chasse, comme son ami a pu dire. Lui, il va exclure d'emblée le fait qu'il ait agressé Victorine pour avoir une relation sexuelle avec elle forcée, pour la violer. Il nous explique que c'est vraiment un geste de sang-froid, de pure folie, selon ses dires. Les gendarmes ne sont pas convaincus par ces déclarations. Ils ne croient pas du tout à un tel scénario. Alors, ils poussent Ludovic Bertin dans ses derniers retranchements. Ce qu'ils veulent, c'est obtenir des aveux complets. On se rend compte quand même qu'on a une victime qui se retrouve sans pantalon. Alors certes, avec toujours une culotte en place, mais les bras croisés, les jambes entrecroisées, c'est quand même assez caractéristique d'une personne qu'on a essayé d'abuser, très clairement. Et ces éléments-là, plus le témoignage de son ami, nous confortent sur l'idée qu'effectivement, si Ludovic Bertin n'a pas violé Victorine, en tout cas, il a essayé. Et que s'il n'y est pas parvenu, c'est certainement parce que Victorine d'Artois s'est battue jusqu'au bout. Elle a tellement dû avoir peur, tellement. Je me demande ce qu'elle a eu dans sa tête. Là, elle a une force que moi-même je n'aurais jamais eue. C'est de dire non. Victorine, elle s'est dit non, je ne me donnerai pas à cet homme. Parce que j'ai décidé que ce serait comme ça et quitte à en mourir. Pourtant, face aux gendarmes, Ludovic Bertin n'en démord pas. Il nie la tentative de viol et il persiste à dire qu'il a croisé Victorine par hasard en allant courir. Sauf que l'enquête vient rapidement mettre à mal cette version. Alors tous les amis de Ludovic Bertin viendront vous dire que le footing, ça faisait certainement belle lurette qu'il n'en faisait plus. Tout simplement parce qu'il avait eu une blessure et une attelle à l'une des jambes durant l'été. Donc ça paraît presque invraisemblable qu'il ait repris la course ce soir-là par hasard, quoi. Quant à son histoire de bousculade et d'insultes proférées par Victorine, là encore, les explications ne sont guère convaincantes. L'excuse de la bousculade, elle est inaudible. Ludovic Bertin n'a même pas su nous dire initialement l'insulte qu'il aurait mené à étrangler Victorine, parce qu'il n'y a pas eu d'insulte. Ma sœur, elle aurait bousculé, se serait excusée. Elle aurait dit pardon, j'ai pas fait exprès. Elle aurait fait ça timide, parce que c'est une personne qui est très timide. Donc c'est trop facile de dire qu'elle l'a insultée. C'est pas une fille qui insulte Victorine. Donc c'est pour ça que
Dès qu'il a commencé à vouloir aller dans cette direction, c'était terminé. Je savais qu'il montait et qu'il allait pas dire la vérité. Cet homme ne raconte pas la vérité parce que c'est un menteur du début à la fin. Il a eu juste des mains pour tuer ma fille, mais après, il a peur de tout en fait. Alors que la garde à vue touche à sa fin, il y a un dernier point crucial que les gendarmes veulent éclaircir. En plus de l'agression, Ludovic Bertin a-t-il noyé Victorine en lui maintenant la tête sous l'eau? C'est en tout cas la version retenue par le médecin légiste. Victorine Dartois était vivante et consciente au moment où elle a été emmenée dans ce ruisseau, ce qui laisse entendre qu'il y a pu avoir une lutte. Elle s'est certainement vue mourir de la pire des manières. Sa thèse de dire qu'il l'a mise à l'eau alors qu'il la pensait déjà morte, elle est totalement incompatible avec les résultats de l'autopsie. Une accusation que conteste formellement la défense. Ludovic jure qu'il la croyait morte lorsqu'il l'a laissée dans le ruisseau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Ludovic n'a absolument pas vérifié les signes de vie, il n'a pas vérifié si elle respirait ou pas, et quand bien même dans l'état de panique et avec la consommation de cocaïne qui était la sienne, il était difficile pour lui de se rendre compte de quoi que ce soit après ce qui s'était passé et également le niveau d'adrénaline qui est le sien. Une violente agression, une possible tentative de viol et une mort par noyade qui serait volontaire. À l'issue de 48 heures de garde à vue, le couperet tombe. Ludovic Bertin est mis en examen pour meurtre et tentative de viol. Il est placé en détention provisoire. Mais cette affaire est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. Les aveux n'ont pas dissipé les doutes. 20 jours après la mort de Victorine à Villefontaine, dans l'Isère, le principal suspect a reconnu le meurtre. Le jour même, jeudi 15 octobre 2020, le vice-procureur de la République de Grenoble tient une conférence de presse. Il y détaille les aveux du meurtrier présumé de Victorine. Il a reconnu avoir croisé vers 19h par hasard le chemin de Victorine alors qu'il pratiquait un footing. Une dispute aurait éclaté après une bousculade involontaire. Il conteste tout mobile sexuel à ce stade. Alors que ces images sont diffusées à la télévision, le visage de Ludovic Bertin apparaît pour la première fois sur les écrans. Dès le lendemain, nouveau rebondissement. Une jeune femme contacte maître Kelly Montero, l'avocate de la famille Dartois. Elle a des révélations à faire. En fait, elle reconnaît la photo qui est diffusée. Elle me dit simplement qu'elle a quelque chose de très grave à me dire. Au bout du fil, son interlocutrice, que nous appellerons Audrey, paraît bouleversée. Elle lui livre une information qui va faire l'effet d'une bombe. Audrey connaît cet homme, et pour une terrible raison. Ludovic Bertin l'aurait violée. C'était en septembre 2018, soit tout juste 2 ans avant le meurtre de Victorine. Ce qu'elle expliquera, c'est qu'elle connaissait Ludovic Bertin pour avoir fait 1 ou 2 soirées au préalable avec lui, que c'était quelqu'un d'apparence assez sympathique, qu'il l'appelait même ma sœur. Enfin, il y avait une certaine proximité qui s'était instaurée. Mais une proximité amicale, en tout cas pour elle, il n'y a jamais eu rien de plus. Et un soir de septembre 2018, il se propose de la ramener chez elle. Et quand il la ramène chez elle, il prétend vouloir boire un verre d'eau. Donc elle le laisse monter. Elle va aux toilettes. Et quand elle sort des toilettes, en fait, il est devant la porte, le regard noir. C'est alors que Ludovic Bertin la saisit par les cheveux, l'entraîne de force sur le canapé, l'étrangle en lui faisant une clé de coude, en fait, avec son bras, et la force d'avoir un rapport sexuel. Et donc, contrairement à Victorine Dartois, elle a cédé. Son corps s'est dissocié de sa pensée et elle s'est laissée faire pour survivre. Après avoir abusé d'elle, Ludovic Bertin serait redevenu
le jeune homme sympathique et souriant qu'elle connaissait, comme si rien ne s'était passé. À l'époque, bien que traumatisée, Audrey avait renoncé à déposer plainte. Ces faits-là, elle ne les a pas dénoncés à l'époque parce qu'elle était emplie de culpabilité, elle était sous l'effet de la drogue et de la cocaïne à ce moment-là aussi. Donc elle a voulu passer ça sous silence, elle a voulu oublier. Elle a énormément culpabilisé. La première des choses qu'elle m'a dites, c'est si j'avais parlé, elle serait encore là. Donc cette jeune femme ne va pas déposer plainte. Par contre, son dossier n'est pas complètement vide. Déjà parce qu'elle a quand même le réflexe d'aller chez le médecin et faire constater des blessures qu'elle a au niveau du cou. Et ce n'est pas le seul élément à charge, car à l'époque, la jeune Audrey a également la présence d'esprit de conserver des preuves écrites de son agression. Elle décide en fait d'entreprendre une discussion avec Ludovic Bertin sur Snapchat, en quelque sorte pour le piéger, pour l'amener à dire ce qui s'était passé. Elle lui dit très clairement, voilà, je suis allée voir le médecin, j'avais très mal, et puis lui il tourne un petit peu autour du pot. Elle va dire qu'il a beaucoup bu, je me rappelle pas ce qui s'est passé, donc elle va lui rappeler, tu m'as un peu beaucoup étranglé. Et puis ensuite lui il va quand même essayer de dire, en tout cas j'ai bien aimé cette soirée, et puis elle va lui répondre, mais qu'est-ce que tu as préféré, le moment où tu m'as étranglé ou le moment où j'ai eu une relation sexuelle avec toi parce que j'avais peur? Et donc rien que cette phrase, cet échange de messages vient appuyer l'idée que cette jeune femme a été violée par Ludovic Bertin. Une agression violente qui rappelle étrangement les circonstances du meurtre de Victorine. Deux jeunes femmes aux profils identiques et surtout un même mode opératoire. On a un homme qui s'en prend à des jeunes femmes en les étranglant et en les étranglant de la même façon. C'est-à-dire une clé d'étranglement avec le coude. On a une agression sexuelle, là on a un viol qui visiblement est allé jusqu'à son terme. Donc ces deux affaires en fait sont le miroir un peu l'une de l'autre. Là, à ce moment-là, on se dit qu'en fait on a affaire à un vrai prédateur sexuel. Ludovic Bertin est extrait de prison et de nouveau placé en garde à vue par la gendarmerie, cette fois-ci pour viol sur la personne d'Audrey. Face aux enquêteurs, le suspect nie tout en bloc. Il reconnaît bien un rapport sexuel avec cette jeune fille, mais il assure qu'il était consenti. Il n'est pas un violeur, et encore moins un prédateur sexuel, comme le martèle son avocat. L'image du prédateur sexuel ne me paraît pas crédible. D'une part parce qu'il ne vivait pas dans une frustration sexuelle. S'il avait voulu tromper son épouse, ce qui était le cas, il n'avait aucune difficulté à le faire. Il avait la possibilité d'aller en soirée, de pouvoir faire des rencontres. Il pouvait éventuellement, s'il le souhaitait, accéder également à des prostituées. On n'est pas sur une personne qui se trouve dans une situation de frustration sexuelle et qui ait besoin de l'exprimer sur telle ou telle personne. Alors, Ludovic Bertin reconnaîtra-t-il la dimension sexuelle des agressions dont on l'accuse ? A-t-il, oui ou non, maintenu la tête de Victorine sous l'eau pour la tuer? Pour la famille d'Artois, l'heure de vérité a sonné. L'affaire avait fait la une de l'actualité à l'époque. Il y a un peu plus de 4 ans, en septembre 2020, le corps de Victorine, une étudiante de 18 ans, avait été retrouvé dans un étang à Villefontaine. Un jeune homme de 25 ans a été interpellé. Quelques jours plus tard, il sera jugé à partir de lundi. Cour d'assises de l'Isère, à Grenoble, le 25 novembre 2024. Seul dans le box des accusés, Ludovic Bertin. Il comparaît pour meurtre et tentative de viol, mais aussi pour ce viol commis 2 ans avant la mort de Victorine. Tous les proches de la victime lui font face. L'enjeu du procès, pour moi, c'est vraiment qu'on lui rende justice, que vraiment la vérité éclate. J'espérais vraiment qu'ils disent la vérité à 100%. On attend des réponses à nos questions. On attend un comportement irréprochable, des vraies excuses. Pas des excuses bidons, des vraies excuses, même si c'est inexcusable.
Sachant que son client risque la perpétuité, maître Arnaud Adelise a soigneusement préparé sa défense, mais l'avocat craint que le tribunal médiatique ne l'ait condamné d'avance. Tout au long de ce procès, même pendant les années qui ont précédé, on peut comprendre l'émoi sincère des habitants de Villefontaine. On peut comprendre la douleur indescriptible qui est d'avoir perdu une fille pour la famille d'Artois. Mais en arrivant à ce procès, je sentais déjà que l'émotion prendrait le pas sur la raison. Tous les regards sont braqués sur Ludovic Bertin. Confronté à l'incohérence de ses aveux et face à des indices accablants, l'accusé tente le tout pour le tout. Il espère éviter la peine maximale. Ludovic Bertin, dans ce procès, il a essayé d'apparaître un peu comme le gendre idéal. En fait, il est arrivé bien habillé. C'est quand même quelqu'un qui s'exprime bien. Il a essayé de donner la meilleure image de lui-même. Ludovic Bertin, il va être assez arrogant dans son attitude. Sa première phrase quand le procès a commencé, c'est « Je suis content d'être là parce que je vais pouvoir m'expliquer. Je suis content. » Voilà, il était content. Bah, pas nous. Je me suis dit que ma fille, elle est morte entre ses mains et que si j'avais pu escalader ce plexiglas qui nous séparait, j'aurais eu peut-être une force décuplée. Mais on ne peut pas malheureusement. Ah, j'ai pas de la colère, j'ai de la haine, en fait. C'est de la haine. S'il entend ce reportage, qu'il sache que je lui veux pas du bien jusqu'à la fin de ses jours. Malgré la tension extrême, Ludovic Bertin ne se laisse pas impressionner. Il reste campé sur sa version initiale et refuse jusqu'au bout d'assumer toute intention sexuelle. L'enjeu pour mon client, c'est de prouver que la tentative de viol n'a pas eu lieu. C'est une ligne sur laquelle il a toujours été constant et pour laquelle il veut se défendre de manière véhémente. Il va continuer de dire « Oui, j'ai tué Victorine Dartois. Non, je n'ai pas tenté de la violer. » Ça peut correspondre à ce qui ressort des expertises psychiatriques et psychologiques, à savoir que pour lui, le viol est complètement inacceptable. Et ça n'entre pas dans cette image très contrôlée qu'il a de lui-même. Il ne peut pas admettre que lui puisse être auteur d'un viol. Mais au terme de 2 semaines d'audience, l'accusé n'a pas réussi à convaincre les jurés. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre et la tentative de viol de Victorine, ainsi que pour le viol d'Audrey 2 ans auparavant. Ludovic Bertin ne fera pas appel. À Villefontaine aujourd'hui, la famille d'Artois demeure plus soudée que jamais. Même si le chagrin est toujours présent, les uns et les autres préfèrent ne conserver que les bons moments passés auprès de Victorine. On l'a tous les jours à la maison, cette souffrance, et on y pense tous les jours, tout le temps, tout le temps. Et il faut beaucoup être là aussi pour nos parents. C'est dur d'avoir voulu tous ces enfants et qu'on nous en assassine une, qu'en fait. Le plus beau souvenir, c'est que elle me disait toujours que j'étais une gentille maman, qu'on s'aimait beaucoup, qu'on avait beaucoup de relations toutes les deux, et que j'en aurai plus jamais de souvenirs en fait. Après ces 18 ans, c'est fini. C'est vrai que tous mes souvenirs avec elle sont mémorables. Les vacances, les colonies, son rire contagieux, c'est tout. C'était mon rayon de soleil. C'est une fierté en fait d'avoir été sa sœur. Sa mémoire ne sera jamais éteinte. On va la faire vivre jusqu'au bout. Plusieurs années se sont écoulées depuis la tragédie. Mais par la magie de cette jolie colombe blanche, Victorine demeure chaque jour présente auprès des siens.
Police, j'écoute. Ma femme est partie il y a 3 heures. Je suis très inquiet. Elle est allée sur ce parking, a garé sa voiture et elle a disparu. Est-elle partie de son plein gré ou bien a-t-elle été enlevée? Je découvre le corps d'une femme et quelques mètres plus loin, je vois sa tête. Le choc a été terrible. Qui a pu faire une chose si cruelle? C'était une femme sans histoire. Elle ne sortait pas le soir, c'était une mère au foyer bien sous tout rapport. J'ai promis à la famille de Nathalie que j'allais retrouver son assassin. Une décapitation s'apparente souvent à une histoire de vengeance. Il y a de grandes chances que ce soit un rituel. Le pasteur Troy ressemble en tout point au cliché des célèbres télévangélistes des années 80-90. Tous ces gens étaient sous l'emprise du pasteur. Il cherche à le protéger, mais de quoi exactement? Que cache-t-il? C'était vraiment très suspect. Et les enquêteurs commencent à se demander s'ils ont affaire à une congrégation religieuse ou à une secte. Que s'est-il passé? Que savent-ils? Quelque chose clochait. Tout commence à Longmont, dans le Colorado. Une ville de 100 000 habitants qui tient son nom d'un sommet des montagnes rocheuses, Long's Peak. Longmont est une petite bourgade très calme et agréable. C'est un endroit idéal pour élever des enfants. Certains quartiers sont de vraies petites perles. Pourtant, la ville n'a pas la reconnaissance qu'elle mérite et reste quasiment inconnue du grand public. Longmont est une cité tranquille et sans histoire. Mais dans la nuit du 26 septembre 1999, un appel au commissariat va briser sa quiétude. Police, j'écoute. Ma femme est partie il y a 3 heures. Elle devait juste faire quelques courses, mais elle n'est toujours pas rentrée. Vous ne pensez pas qu'elle est chez une amie? Non, elle m'aurait prévenu, j'en suis sûr. L'homme au téléphone s'appelle Matthew Mirabal. Il est marié à Nathalie et père d'une petite fille âgée de 4 mois. Matthew explique aux policiers que sa femme a disparu. Il a déjà commencé à la chercher, aidé par des membres d'une église apostolique dont ils font partie. Mais ils sont sans nouvelles de la jeune femme et tous sont très inquiets. Il ne sait pas exactement dans quel magasin elle avait prévu de faire ses courses. Il demande donc au pasteur, à sa femme et à des amis de l'aider à vérifier les parkings de tous les supermarchés de la ville. Il cherche sa voiture et des témoins ayant pu apercevoir Nathalie. Alors que Mirabal est encore en ligne avec Police Secours, il reçoit un appel du pasteur Troy Hancock. Il lui annonce qu'il a retrouvé la voiture. Elle était sur le parking du magasin Safeway, proche de leur appartement, à quelques centaines de mètres. Une équipe de la police se rend aussitôt sur les lieux. À leur arrivée, les agents ont effectivement trouvé la voiture en question sur le parking. Là, ils découvrent un jeune homme, posté près de la voiture. Matthew lui a demandé de rester sur place le temps qu'il arrive avec un double des clés. En attendant, les agents de police commencent l'inspection du véhicule. Malgré une nuit plutôt fraîche, le moteur était encore chaud. Cela signifie donc que la voiture n'était pas arrêtée depuis très longtemps, sinon il aurait refroidi assez rapidement. Matthew arrive enfin avec le double des clés. Matthew est bouleversé. Avoir retrouvé la voiture de Nathalie est un petit soulagement, mais il reste très inquiet. Sa femme a disparu. Le policier qui inspecte la voiture lui demande s'il remarque quelque chose d'inhabituel et Matthew répond que oui. Les rayures sur l'aile avant droite n'étaient pas là quelques heures auparavant. Il précise qu'il a lavé la voiture la veille au soir et qu'il aurait forcément remarqué de telles rayures. Elles sont donc très récentes. Les policiers entament ensuite leur inspection à l'intérieur de la voiture de Nathalie. À première vue, rien d'anormal. Son badge du travail est encore accroché au rétroviseur central, il y a des couches sur le siège passager, ainsi que quelques carnets. Le siège conducteur est très avancé. Nathalie n'était pas très grande, cela correspond donc exactement à ce qu'on pouvait attendre. Les agents ouvrent le coffre, aucune trace de corps ou de quoi que ce soit de suspect.
La voiture a simplement été garée là, elle est allée sur ce parking, a garé sa voiture et elle a disparu. Une enquête est immédiatement ouverte. Il faut maintenant savoir ce qui a pu se passer au cours de la nuit. Les enquêteurs demandent à Matthew l'emploi du temps du couple la veille au soir, avant que Nathalie ne quitte la maison. Il leur explique qu'ils se sont rendus au centre commercial dans la ville voisine de Boulder. Ensuite, ils sont allés boire un café, ont flâné un peu, puis ils sont rentrés à la maison car ils avaient la messe le lendemain matin. Ils sont donc rentrés chez eux. Matthew raconte qu'une fois arrivée à la maison, Nathalie réalise qu'elle a oublié d'acheter quelques provisions pour le pique-nique de leur congrégation prévu le lendemain. Donc, elle part faire quelques courses et Matthew s'endort. Au milieu de la nuit, il est réveillé par les pleurs de sa fille. Il constate alors que sa femme n'est pas rentrée. Inquiet, il veut partir à sa recherche, mais il est bloqué à la maison avec son bébé. Il appelle donc le pasteur Troy Hancock, qui dirige l'église apostolique dont ils sont membres avec Nathalie. Avec ses cheveux plaqués en arrière, le pasteur Troy ressemble en tout point au cliché des célèbres télévangélistes des années 80-90. Éloquent quand il évoque les Écritures, il prêche le Nouveau Testament à la lettre. Il s'agit d'une petite communauté religieuse très soudée. Une fois alerté par Matthew, vers 2h30 du matin, le pasteur passe aussitôt à l'action. Hancock mobilise ses fidèles. Il leur explique que sœur Nathalie a disparu et qu'il faut la retrouver. Il leur fait fouiller la ville de fond en comble, des bennes à ordures jusqu'au plan d'eau. Ces gens suivent tous ses ordres sans discuter. Pour eux, Hancock n'est pas seulement un guide spirituel, c'est un guide suprême. Matthew explique aux enquêteurs que Troy avait fini par trouver la voiture de Nathalie sur ce parking. Les policiers attendent maintenant la brigade scientifique pour inspecter le véhicule. Mais un détail les intrigue. La voiture de Nathalie est garée très loin de l'entrée du magasin, alors que le parking est quasiment vide. La place de parking choisie n'a aucun sens. Elle va faire des courses à minuit et elle se gare le plus loin possible de l'entrée. En pleine nuit, on imagine plutôt quelqu'un se garer le plus proche possible de l'entrée du magasin, a fortiori s'il s'agit d'une femme seule. Les policiers trouvent cela étrange et tout de suite, ils s'interrogent. Peut-être avait-elle rendez-vous avec quelqu'un, qui sait? Elle aurait également pu être enlevée. Et dans ce cas, il va être difficile de la retrouver. Nathalie a-t-elle finalement fait ses courses? Les enquêteurs questionnent le personnel du magasin, mais personne ne se souvient avoir vu la jeune femme. Ils décident de visionner les images des caméras de surveillance du supermarché. Sur les enregistrements, j'ai repéré plusieurs femmes pouvant lui ressembler. L'une d'entre elles est en compagnie d'un homme portant une casquette, ce qui le rend difficilement identifiable. Et si c'était elle? Est-elle vraiment en danger? Et qui est cet homme qui l'accompagne? Mais sur les images que lui montrent les enquêteurs, Matthew ne reconnaît ni Nathalie, ni l'homme à la casquette. Ça confirme que cette nuit-là, elle n'a jamais mis les pieds dans ce magasin. Deux hypothèses alors. Soit Nathalie a été enlevée, soit elle avait rendez-vous avec quelqu'un et serait partie avec lui volontairement. Ça expliquerait pourquoi sa voiture est garée loin du magasin et de ses caméras de surveillance. Et si derrière la disparition de la mère de famille, il y avait un amant caché? Les enquêteurs décident d'interroger Matthew sur sa vie avec Nathalie. Comment va votre couple? Il me répond qu'ils sont mariés depuis 3 ans, qu'ils s'aiment énormément et qu'ils ont eu leur premier enfant il y a 4 mois. Une petite famille idyllique. Lui travaille comme peintre en bâtiment. Je comprends tout de même que la grande majorité de leurs amis vont à la même église qu'eux. Il est même possible que le pasteur Troy décourage les contacts hors de la congrégation. L'inspecteur sent que ce pasteur a une grande influence sur ses fidèles. Il veut en savoir plus. Il interroge Matthew. Pourquoi a-t-il contacté Troy avant d'appeler la police?
Troy est pour lui une sorte de figure paternelle. Il l'admire beaucoup. Il lui fait une confiance aveugle. Matthew raconte qu'il a rejoint l'église apostolique à Chamizal, sa ville natale au Nouveau-Mexique. C'est là qu'il a rencontré Nathalie. Matthew et Nathalie sont devenus membres de cette congrégation en même temps qu'une vingtaine de jeunes de leur âge. Ils adorent cette église. Ils adorent le pasteur, ils adorent sa femme. Et ils deviennent ensemble une sorte de grande communauté, surtout les jeunes. Matthew raconte ensuite que Troy avait décidé de quitter Chamizal pour installer son église dans une ville plus grande, où les soutiens financiers seraient plus nombreux. Il avait parcouru près de 600 km pour arriver à Longmont, au Colorado. Selon Troy, c'était l'endroit idéal pour développer sa communauté. Matthew et Nathalie avaient aussitôt décidé de le suivre. Quelques mois après leur arrivée au Colorado, Matthew et Nathalie se marient. Ils emménagent alors ensemble et s'installent durablement à Longmont. Ce déplacement vers le Colorado, c'est une sorte de pèlerinage dans le sillage du guide suprême. Et les enquêteurs commencent à se demander s'ils ont affaire à une congrégation religieuse ou à une secte. Face aux policiers, Matthew l'affirme. Sa femme n'aurait jamais pu fuir avec un amant. A priori, jamais Nathalie n'aurait abandonné sa fille de 4 mois en disparaissant dans la nature. Pour le vérifier, les enquêteurs ramènent Matthew à son domicile et demandent à fouiller les lieux. Rien ne suggérait que Nathalie ait emporté ses affaires. Il y avait encore ses vêtements, sa brosse à cheveux, son fer à lisser et bien sûr son enfant. Bref, il ne manquait rien. Aucune trace de violence dans la maison. Tout semblait parfaitement normal. La piste du départ volontaire est abandonnée. Et alors que l'enquête se poursuit, les policiers apprennent ce que tous redoutaient. Le corps sans vie d'une jeune femme est découvert par des randonneurs dans le canyon de Left End, à 22 km de Longmont. Je découvre le corps d'une femme vêtue d'une jupe longue de couleur noire et de ce qui ressemble à un haut blanc complètement chiffonné. Elle n'a plus de chaussures. Elle est étendue au sol, les bras en croix. Il y a du sang partout. Et quelques mètres plus loin, je vois sa tête. La victime a été décapitée. Nous savons qu'il s'agit de Nathalie. Nous sommes face à un homicide. Une décapitation s'apparente souvent à une histoire de vengeance. Mais ça peut être aussi une manière d'envoyer un message. Un avertissement à un rival, un crime passionnel, ou simplement une manière de maquiller un meurtre en le faisant passer pour ce qu'il n'est pas. Les enquêteurs procèdent à l'examen minutieux du corps pour tenter de déterminer les causes du décès. Quelque chose a tout de suite attiré mon attention. Quand une personne vivante est victime d'une terrible hémorragie soudaine, le sang gicle un peu partout. Il est généralement expulsé assez loin du corps. Ici, tout ce que je vois, c'est un saignement passif. Aucune éclaboussure aux environs. Pour l'enquêteur, cette absence d'éclaboussure indique que le corps a sûrement été décapité alors que la victime était déjà morte. La tête semblait avoir été coupée en une fois à l'aide d'une lame très tranchante, une épée de samouraï par exemple. Si la décapitation est bien post-mortem, alors comment la victime a-t-elle été tuée? Les enquêteurs poursuivent leur inspection des lieux à la recherche d'indices. À cet endroit, les gens jettent un peu tout et n'importe quoi. Mais on a retrouvé juste à côté d'elle un morceau de tôle ondulée sur lequel s'était écoulée une grande quantité de sang. Je pense que c'est là que reposait sa tête lorsqu'elle a été décapitée. Nous avons aussi découvert une petite poutre en bois. Elle n'était pas là depuis longtemps car elle n'était pas encore humide, pas putréfiée. Nous l'avons donc récupérée. Ce morceau de bois pourrait-il être l'arme du crime? Près du corps, les policiers découvrent également des traces de pneus récentes. On ne peut jamais identifier avec exactitude un pneu grâce à son empreinte, mais celle-ci peut être compatible avec tel ou tel type de pneu. Tous ces indices récoltés doivent maintenant être analysés.
En attendant, les policiers doivent annoncer la terrible nouvelle à la famille de Nathalie. Je leur ai dit, désolé, nous avons retrouvé un corps dans la montagne. C'est celui de Nathalie. Elle est décédée. Le choc a été terrible. Sur le coup, je n'ai pas réalisé que ma fille avait été décapitée. Qui a pu faire une chose si cruelle? La mère de Nathalie a poussé un cri déchirant. Je n'oublierai jamais ce cri. Il me hantera jusqu'à la fin de mes jours. Cette scène m'a tellement brisé le cœur que j'ai fait quelque chose qu'il ne faut jamais faire. J'ai promis à la famille de Nathalie que j'allais retrouver son assassin. Ensuite, je me suis dit, mais quel idiot! Maintenant, tu ne peux plus les décevoir. Les enquêteurs attendent maintenant d'en savoir plus sur les causes du décès de Nathalie. 2 jours plus tard, ils reçoivent le rapport du médecin légiste. Nathalie est morte par strangulation. Elle a été décapitée après avoir été déposée dans le canyon de Left End. La décapitation a donc bien été faite post-mortem. Mais l'autopsie va révéler un autre détail intéressant. Le légiste a trouvé une petite lacération sur le haut du crâne causée par un traumatisme contondant. Cet élément suggère qu'elle a d'abord été frappée sur le haut du crâne, puis étranglée, et qu'on a ensuite emmené son cadavre au canyon de Left Hand. La poutre en bois retrouvée près du corps de Nathalie pourrait donc bien être l'arme du crime. Mais qui serait capable de commettre un meurtre si violent? Qui en voulait à ce point à cette jeune femme de 24 ans? Les enquêteurs contactent la mère de Nathalie. Soupçonne-t-elle quelqu'un? Immédiatement, elle leur répond qu'ils devraient s'intéresser de plus près au pasteur Troy Hancock. Au premier abord, le pasteur Troy semblait être une personne douce et compatissante, avec beaucoup d'amour à donner. Mais une fois devant les fidèles, il devenait très autoritaire. Il fallait faire comme il disait. La mère de Nathalie explique qu'elle connaît bien le pasteur. Elle a fait partie de sa congrégation. Mais elle s'est brouillée avec lui peu avant qu'il déménage à Longmont, là où Nathalie et Matthew avaient choisi de le suivre. Selon elle, le prêtre est devenu trop intéressé par l'argent. Et beaucoup d'adultes ont arrêté de fréquenter son église. Mais les jeunes sont restés. Pour moi, Nathalie et ses amis ont subi un lavage de cerveau. Sinon, pourquoi auraient-ils suivi les Hancock au Colorado? Selon la mère de Nathalie, Troy Hancock exercerait une véritable emprise sur ses jeunes fidèles. Matthew et Nathalie, en tout cas, obéissaient à tous ses ordres, y compris lorsqu'il leur avait demandé de se marier. Tout à coup, Troy Hancock a annoncé qu'il avait eu une vision. Nathalie devait épouser Matthew. Moi, je n'aimais pas du tout cette idée. Nathalie était une très belle fille. Elle avait bien d'autres options. Mais apparemment, ils sont parvenus à la convaincre et le mariage a été rapidement organisé. Suite aux déclarations de la mère de Nathalie, les enquêteurs s'interrogent. Et si en fait, ils avaient affaire à une secte? Le pasteur Troy Hancock pourrait-il avoir un lien avec le meurtre de Nathalie? Ils veulent maintenant en savoir plus sur cet homme. Mais impossible d'interroger ses fidèles. Le pasteur annonce aux membres de sa congrégation qu'il y a une enquête de police et qu'il ne faut pas parler aux enquêteurs. Les inspecteurs comprennent rapidement que les fidèles de ce pasteur sont complètement sous sa coupe. Il exerce une influence incroyable sur leur refus de collaborer à l'enquête. Évidemment, cela ne va faire que renforcer les soupçons des enquêteurs. J'étais persuadée que les Hancock étaient impliqués et qu'ils tentaient de le cacher. Alors les enquêteurs changent de tactique. Ils décident d'interroger les voisins de Nathalie et Matthew. Ils apprennent que le jeune couple aurait enfreint l'un des interdits majeurs du pasteur. Selon le règlement très strict de cette congrégation, les femmes n'avaient pas le droit de travailler. Pourtant, Nathalie travaillait, car son mari ne gagnait pas beaucoup d'argent. Lui était employé directement par l'Église en tant que peintre en bâtiment. Troy Hancock avait-il découvert le secret de Nathalie? Se serait-il senti humilié, voire menacé dans sa toute-puissance? Et s'il avait commandité la mort de la jeune femme pour la punir? Pour les enquêteurs,
le pasteur devient de plus en plus suspect. Je me suis rendu à l'église pour discuter avec ce monsieur. Il a nié toute implication dans le meurtre et clamé son innocence. Je lui ai donc proposé de faire un test ADN. Il a répondu bien sûr. Il a accepté le test sans hésitation et nous l'avons effectué. Troy Hancock n'a opposé aucune résistance. Mais dans l'attente des résultats ADN, pour les enquêteurs, il reste le principal suspect. Ils comptent maintenant sur le travail de la police scientifique dans la voiture de Nathalie pour leur fournir des indices. Sous le châssis, les policiers ont retrouvé des éléments de végétation qui poussent dans le canyon de Left Hand, mais pas dans la ville de Longmont. Les pneus du véhicule sont également examinés. Sur la voiture de Nathalie, on retrouvait 3 types de pneus différents. Et par un heureux hasard, les 3 étaient concordants avec les traces retrouvées sur la scène de crime. Il était donc fort probable que le véhicule de Nathalie ait été utilisé pour l'amener jusqu'au canyon. Il s'avère donc que quelqu'un l'a enlevée, l'a emmenée dans la montagne pour la tuer, ne l'a pas violée, n'a rien volé et a ramené sa voiture sur le parking du supermarché. Ça n'a aucun sens. Même s'il semble improbable, les enquêteurs ont désormais un scénario. Il faut maintenant savoir qui a pu ramener la voiture de Nathalie. Un élément découvert par la police scientifique dans l'habitacle va peut-être leur donner une réponse. Coincé entre le levier de vitesse et le siège passager, on a retrouvé une paire de gants marrons en coton. Ils étaient tachés de sang. Pour les enquêteurs, il pourrait s'agir du sang de Nathalie. Ces gants seraient alors ceux du meurtrier. Ils sont aussitôt envoyés au laboratoire pour analyse. En attendant les résultats, les policiers s'interrogent. Quel intérêt avait le meurtrier à ramener la voiture de Nathalie sur le parking après son crime? Sauf peut-être à brouiller les pistes. Quand ils reprennent le fil de l'histoire, seul Matthew a indiqué, lors de son appel au secours, que Nathalie voulait faire des courses ce soir-là. Les enquêteurs décident de s'intéresser de plus près au jeune homme. Pour découvrir qui est vraiment Matthew et mieux cerner le personnage, il faut s'éloigner de sa congrégation. Les enquêteurs interrogent donc à nouveau les voisins. Pour les fidèles de l'église, Matthew et Nathalie formaient un couple parfait. Des jeunes gens très amoureux qui vivaient un mariage idyllique. Mais en parlant aux voisins, on découvre que ce couple n'était pas aussi parfait qu'il en avait l'air. Une mère au foyer qui vit juste à côté nous a notamment révélé avoir entendu des cris. Les cris de Nathalie. Il ne s'agit pas d'une preuve pouvant être utilisée dans un cadre légal. Mais cela nous permet de mieux comprendre l'affaire et de l'appréhender sous un autre angle. Matthew était-il violent avec Nathalie? C'est une piste. Et sa propre mère va conforter l'hypothèse des enquêteurs. Interrogée, elle leur raconte que plus jeune, Matthew a eu un grave accident qui l'avait traumatisé. Depuis, son fils pouvait entrer dans des rages incontrôlables. J'ai appris qu'il avait perdu l'usage de l'œil droit à cause d'un tir de pistolet à air comprimé. Personne ne nous en avait parlé. Les enquêteurs découvrent que Matthew est bien différent du jeune homme un peu lisse qu'il donne à voir. Et si dans un nouvel accès de rage, il avait perdu la tête et tué Nathalie? Pour tenter de le savoir, il faut l'entendre à nouveau, mais sans éveiller ses soupçons. Nous lui avons dit que nous avions besoin de son aide. Matthew est prêt à collaborer, mais lorsqu'il arrive au commissariat, il n'est pas seul. Matthew se rend au poste accompagné du pasteur Troy, son frère Marcus et 5 ou 6 autres personnes qui sont là pour le soutenir moralement. Le pasteur pensait qu'il allait servir d'intermédiaire entre nous et Matthew. Mais j'ai refusé catégoriquement. Nous avons pris Matthew seul à seul et nous lui avons demandé de nous dire tout ce qu'il savait. Détail intéressant, en salle d'interrogatoire, il jouait nerveusement avec un petit sparadrap sur son pouce gauche. Vous avez quoi à la main? Je me suis coupé avec un cutter. L'inspecteur Ainsworth, c'est un malin. Au lieu de lui parler de l'affaire, il lui demande comment il s'est blessé au pouce. Il me dit qu'il s'est coupé en travaillant. Alors je lui demande comment. Je suis peintre en bâtiment, j'ai toujours un cutter sur moi. J'en ai même des dizaines.
Matthew lui montre une coupure verticale très fine, mais assez longue, qui démarre à la base de la phalange proximale. Matthew a réponse à tout, mais l'inspecteur trouve son comportement étrange. Le policier est convaincu de tenir son coupable. Il lui faut maintenant des éléments à charge. Il demande un mandat de perquisition pour inspecter de nouveau le domicile de Matthew. Cette deuxième fouille va s'avérer payante. Derrière le canapé, un agent a retrouvé un dossier contenant une police d'assurance assez récente. Matthew avait contracté une assurance vie au nom de sa femme pour un montant de 250 000 $. Bien sûr, cette assurance ayant été souscrite peu avant le meurtre, la découverte est plus que suspecte. Cette assurance vie au nom de Nathalie a été prise environ 3 semaines avant le meurtre. Et en s'intéressant aux finances de Matthew, les enquêteurs font une autre découverte. Il s'était récemment déclaré en faillite. Financièrement, les temps étaient durs. Matthew aurait donc un mobile. Il est désormais suspect numéro 1. Un motif n'a pas à être prouvé en justice, mais le jury préfère généralement quand celui-ci est solide. Pourquoi avait-il fait le coup? Sans doute parce que 250 000 $, c'était déjà 249 000 de plus que ce qu'il avait sur son compte. Les indices s'accumulent contre Matthew, mais de leur côté, le pasteur Troy et ses fidèles continuent de le soutenir. Le pasteur est intervenu. Matthew, tu dois prendre un avocat. Dans ce cas, quand un suspect réclame un avocat, il met immédiatement un terme à l'interrogatoire. J'étais très en colère. C'était vraiment très suspect. Pourquoi défendre Matthew à ce point? Que s'était-il passé? Que savait-il? Il devient bientôt évident que le pasteur et sa communauté font front pour défendre Matthew. C'est un thème récurrent dans les sectes. Le monde extérieur est l'ennemi et il faut se liguer pour lui faire face coûte que coûte. Pour les enquêteurs, cette coalition semble suspecte. Et si Matthew avait prévu de partager ses 250 000 $ avec le pasteur Troy et son église? Il cherche à le protéger, mais de quoi exactement? Que cache-t-il? Le pasteur nous intéresse beaucoup. Dès le début de l'affaire, il s'est mis en porte-à-faux, en s'improvisant un rôle d'intermédiaire entre Matthew et la police. Nous plaçons également Matthew sous surveillance pour éviter qu'il ne fuit la ville. Les enquêteurs espèrent bientôt avoir de quoi l'arrêter. Et en inspectant sa voiture, ils trouvent d'autres indices très compromettants. J'ai tout de suite remarqué de fines poutres en séquoia d'environ 1,20 m de long. On en a retrouvé un petit morceau sur les lieux du crime. Et dans son véhicule, on trouve une poutre cassée. Les 2 morceaux de bois s'emboîtent parfaitement. Les enquêteurs viennent de trouver à coup sûr l'arme du crime. Il devient évident que Matthew a utilisé cette poutre pour assommer Nathalie avant de l'étrangler. Toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Si Matthew est bien le meurtrier, ça expliquerait aussi les rayures retrouvées sur la voiture de Nathalie. Le sentier sur lequel il a laissé le corps de Nathalie est étroit et il y a de nombreux branchages sur les côtés. Matthew étant aveugle de l'œil droit, il n'a pas vu certains buissons, d'où les rayures qu'on retrouve sur le côté droit de la carrosserie. À ce stade de l'enquête, nous savons que Matthew a fait le coup, mais nous ignorons s'il a eu des complices. Troy Hancock est-il également de mèche? Ce dernier nie bien sûr toute implication. Et il répand dans sa communauté l'idée de l'innocence de Matthew. Ils y croient tous. Tant pis pour Nathalie. L'important, c'est que Matthew soit innocent. Les analyses ADN réalisées sur les gants ensanglantés retrouvés dans la voiture de Nathalie vont finir de prouver le contraire. À l'extérieur du gant, on retrouve bien sûr l'ADN de Nathalie grâce aux traces de sang. Mais l'analyse du labo va révéler autre chose. On découvre une coupure nette. L'analyse au microscope confirme qu'elle n'a pas été causée par une usure normale, mais par un objet tranchant. Et l'endroit coïncide parfaitement avec la blessure au pouce de Matthew. À l'intérieur du gant, aux abords de cette coupure, des traces de sang apparaissent. Le sang de Matthew.
Ce sang retrouvé à l'intérieur du gant, lui-même recouvert du sang de Nathalie, ne laisse aucun doute. Matthew a bien décapité sa propre femme. Nous avons toutes les preuves. Matthew est notre homme. Nous pouvons donc l'arrêter. Je lui ai dit, Matthew, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, quand je vous ai promis de retrouver l'assassin de votre femme? Eh bien, c'est fait. Je vous arrête. Le 22 octobre 1999, Matthew Mirabal est arrêté pour le meurtre de sa femme, Nathalie. Il est incarcéré dans la prison du comté de Boulder. La suite de l'enquête prouvera qu'il a agi tout seul. Le 8 septembre 2000, il est jugé coupable d'homicide avec préméditation et condamné à une peine de prison à perpétuité, sans possibilité de libération anticipée. Nathalie était une épouse et une mère modèle, une honnête brebis de Dieu et une fille dont nous avons toujours été fiers. Quoi qu'il se soit passé, nous voulons qu'elle sache que nous l'aimons. Je me demande quelle mère elle aurait été. Combien d'enfants elle aurait eu. Nathalie n'était qu'amour. Ce que je peux affirmer avec certitude, et non sans une pointe d'émotion, c'est qu'elle était profondément aimée des siens. Parmi les grandes énigmes criminelles du XXe siècle, peu d'affaires sont aussi troublantes que celle du Cleveland Torso Murderer, parfois surnommé dans la presse de l'époque le « Mad Butcher of Kingsbury Run ». Contrairement à de nombreux tueurs en série identifiés par la suite, celui-ci n'a jamais été officiellement démasqué. Pendant les années 1930, alors que les États-Unis tentent encore de se relever de la Grande Dépression, une série de découvertes macabres plonge la ville de Cleveland dans l'effroi. Des corps sont retrouvés dans différents secteurs de la ville. Plusieurs présentent une caractéristique particulièrement choquante, ils ont été démembrés avec une précision qui laisse penser que le responsable possède certaines connaissances anatomiques ou une expérience particulière dans la manipulation de corps. Les victimes appartiennent souvent aux couches les plus vulnérables de la société. Certaines ne seront jamais identifiées avec certitude. Cette réalité complique considérablement le travail des enquêteurs et contribue à faire de l'affaire l'un des plus grands mystères criminels américains. Très vite, les journaux s'emparent de l'histoire. Les détails des découvertes alimentent les gros titres et la population de Cleveland commence à vivre dans un climat d'inquiétude grandissante. Chaque nouvelle victime semble démontrer que le tueur agit toujours librement. Mais ce qui rend l'affaire encore plus fascinante est qu'elle va croiser le chemin d'un homme célèbre dans tout le pays, Elliot Ness, déjà connu pour sa lutte contre Al Capone à Chicago. Même lui ne parviendra pas à résoudre le mystère. Et près d'un siècle plus tard, l'identité du Cleveland Torso Murderer demeure inconnue. L'affaire commence officiellement au milieu des années 1930 dans la ville de Cleveland, située dans l'Ohio. À cette époque, certains secteurs urbains sont durement touchés par la pauvreté et les conséquences économiques de la Grande Dépression. Parmi eux figure la zone de Kingsbury Run, un secteur composé de terrains vagues, de voies ferrées, d'abris de fortune et de campements précaires. C'est dans cet environnement que les premières découvertes alarmantes sont effectuées. Lorsque des restes humains sont retrouvés dans la région, les enquêteurs comprennent rapidement qu'ils sont confrontés à une affaire inhabituelle. Les corps présentent des mutilations particulièrement importantes et semblent avoir été traités de manière méthodique. Les policiers constatent également que certaines victimes ont été décapitées. Ces éléments compliquent immédiatement l'identification des victimes. À une époque où les techniques médico-légales sont beaucoup plus limitées qu'aujourd'hui, l'absence de certains éléments anatomiques rend le travail des enquêteurs extrêmement difficile. Au départ, les autorités espèrent qu'il s'agit d'un crime isolé. Mais cet espoir disparaît lorsque d'autres découvertes similaires surviennent. Peu à peu,
les policiers réalisent qu'ils pourraient être confrontés à un meurtrier récidiviste. La presse locale commence alors à consacrer une attention croissante à l'affaire. Les descriptions des scènes découvertes choquent le public. Les habitants de Cleveland suivent avec anxiété les nouvelles révélations, tandis que les enquêteurs tentent de comprendre qui sont les victimes et quel type de personnes pourraient commettre des actes aussi macabres. L'une des principales difficultés réside dans le profil des victimes. Plusieurs semblent appartenir à des populations marginalisées ou très mobiles. Certaines vivent dans des conditions précaires, d'autres ont peu de liens familiaux connus. Cette situation réduit considérablement le nombre de témoignages disponibles et ralentit les identifications. Malgré ces obstacles, les enquêteurs remarquent rapidement un point essentiel. Les crimes présentent trop de similitudes pour être le fruit du hasard. La méthode semble cohérente. Le niveau de violence est comparable. Et le responsable paraît agir avec une assurance inquiétante. À mesure que les découvertes se multiplient, une question commence à hanter Cleveland. Combien de victimes ce tueur a-t-il déjà faites? Et surtout, combien en fera-t-il encore avant d'être arrêté? À mesure que les années 1930 avancent, les découvertes liées au Cleveland Torso Murder se multiplient. Ce qui semblait initialement être une série de crimes isolés apparaît désormais comme une campagne meurtrière menée par un individu particulièrement méthodique. Chaque nouvelle victime renforce la conviction des enquêteurs qu'ils sont confrontés à l'un des criminels les plus dangereux que Cleveland ait jamais connus. Les scènes découvertes présentent des similitudes troublantes. Les corps sont souvent retrouvés dans des terrains vagues, près de voies ferrées ou dans des secteurs peu fréquentés. Plusieurs victimes ont été décapitées ou démembrées. Les mutilations semblent réalisées avec une certaine précision, ce qui alimente les spéculations sur les compétences du meurtrier. Certains enquêteurs envisagent qu'il puisse posséder des connaissances anatomiques, tandis que d'autres restent prudents face à cette hypothèse. L'un des aspects les plus frustrants de l'affaire demeure l'identification des victimes. Dans plusieurs cas, les autorités peinent à déterminer avec certitude l'identité des personnes retrouvées. Les méthodes scientifiques de l'époque offrent beaucoup moins de possibilités que celles qui existeront des décennies plus tard. Chaque victime non identifiée prive les enquêteurs d'informations potentiellement cruciales sur les habitudes, les fréquentations ou les déplacements de la personne avant sa mort. Pendant ce temps, la presse transforme progressivement l'affaire en phénomène régional puis national. Les journaux publient régulièrement des articles détaillant les découvertes les plus récentes. Les surnoms donnés au tueur renforcent encore davantage son aura inquiétante. Pour le public, le meurtrier devient une figure presque mythique, un prédateur invisible capable de frapper sans laisser suffisamment de traces pour être arrêté. Cette médiatisation accroît la pression exercée sur les autorités locales. Les habitants exigent des résultats. Les responsables politiques veulent rassurer la population. Pourtant, malgré les efforts déployés, les enquêteurs semblent incapables de réduire efficacement la liste des suspects. C'est dans ce contexte que l'affaire attire pleinement l'attention de Elliot Ness. Déjà célèbre pour son rôle dans la lutte contre le crime organisé à Chicago, Ness occupe alors un poste important à Cleveland. Son implication donne à l'enquête une dimension supplémentaire. Beaucoup espèrent que l'homme qui a contribué à faire tomber Al Capone saura également résoudre cette affaire terrifiante. Ness mobilise des ressources importantes et tente différentes approches pour identifier le responsable. Des surveillances sont mises en place, des suspects sont interrogés et de nombreuses pistes sont explorées. Mais contrairement aux affaires de crime organisé où les réseaux humains peuvent fournir des renseignements, le Cleveland Torso Murder semble agir seul et laisse peu d'indices exploitables. À chaque fois que les enquêteurs pensent progresser, une nouvelle découverte vient rappeler que le tueur reste libre. Le sentiment d'impuissance grandit. La peur se répand dans la ville. Et l'idée la plus inquiétante commence à prendre forme.
Peut-être que le meurtrier vit au milieu de la population. Peut-être qu'il observe lui-même les journaux qui racontent ses crimes. Et peut-être qu'il prend conscience, avec chaque nouvelle victime, que même les meilleurs enquêteurs du pays n'arrivent pas à l'arrêter. À la fin des années 1930, l'affaire du Cleveland Torso Murder est devenue l'une des plus grandes préoccupations des autorités locales. Malgré les mois d'enquête, les découvertes macabres continuent et aucun suspect ne peut être relié de manière définitive au crime. La pression publique augmente à chaque nouvelle victime. Pour Elliot Ness, la situation est particulièrement délicate. Son nom est déjà associé à certaines des enquêtes les plus célèbres du pays. Beaucoup de citoyens pensent que s'il existe une personne capable de résoudre l'affaire, c'est lui. Pourtant, très vite, Ness découvre que ce dossier est différent de tout ce qu'il a affronté auparavant. Contrairement au crime organisé, où les enquêteurs peuvent parfois infiltrer des réseaux ou obtenir des témoignages d'informateurs, le Cleveland Torso Murder semble évoluer seul. Il ne revendique pas ses actes. Il ne cherche pas la publicité. Il ne laisse pas derrière lui de pistes claires permettant d'identifier son cercle de relations ou ses habitudes. Les enquêteurs doivent donc s'appuyer sur des indices fragmentaires. Ils étudient minutieusement les lieux de découverte des corps, analysent les déplacements possibles du meurtrier et tentent de reconstituer les derniers jours des victimes. Mais les résultats restent limités. L'un des problèmes majeurs réside dans le temps écoulé entre les meurtres et la découverte des corps. Dans plusieurs cas, les restes humains sont retrouvés longtemps après la mort. Cette situation réduit considérablement les possibilités d'obtenir des preuves exploitables. Les techniques de police scientifique disponibles à l'époque sont également bien moins avancées que celles qui existeront plus tard. Malgré ces obstacles, certains suspects attirent l'attention des enquêteurs. Plusieurs personnes sont interrogées au cours de l'affaire. Parmi elles figure notamment un individu dont le comportement intrigue particulièrement les autorités. À un moment donné, Ness semble considérer qu'il pourrait s'agir d'un candidat sérieux. Cependant, comme pour de nombreuses autres pistes explorées pendant l'enquête, les preuves demeurent insuffisantes. Les soupçons ne peuvent pas être transformés en accusations solides. Cette situation se répète à plusieurs reprises et contribue à la frustration grandissante des policiers. Pendant ce temps, la peur continue de s'installer à Cleveland. Les journaux relatent chaque avancée de l'enquête, mais les habitants constatent surtout une réalité inquiétante. Malgré tous les efforts déployés, le meurtrier n'a toujours pas été identifié. Dans une tentative spectaculaire de perturber les activités du tueur, Ness ordonne même des opérations visant certains secteurs précaires de Kingsbury Run où plusieurs victimes avaient vécu ou été aperçues. L'objectif est notamment de modifier l'environnement dans lequel le criminel pourrait trouver des victimes potentielles ou agir discrètement. Mais même ces initiatives ne permettent pas de résoudre le mystère. Les mois passent. Puis les années. Et peu à peu, un phénomène étrange commence à apparaître. Les découvertes de nouvelles victimes deviennent moins fréquentes. Comme si le tueur avait changé de comportement. Ou comme s'il avait tout simplement disparu. Pour les enquêteurs, cette évolution soulève une question dérangeante. Le Cleveland Torso Murder a-t-il cessé de tuer? Ou a-t-il simplement trouvé un moyen encore plus efficace d'échapper à la justice? À mesure que les années passent et que les meurtres cessent apparemment, l'enquête sur le Cleveland Torso Murder entre dans une nouvelle phase. Le problème n'est plus seulement d'arrêter un tueur actif. Il devient également nécessaire de comprendre qui il était réellement et pourquoi il a semblé disparaître sans laisser d'explication. Les autorités disposent alors d'une longue liste de pistes, de témoignages et de suspects potentiels accumulés au cours de plusieurs années d'investigation. Pourtant, aucun dossier ne contient la preuve décisive qui permettrait d'identifier officiellement le responsable.
Cette absence de certitude va devenir l'une des caractéristiques principales de toute l'affaire. Parmi les nombreuses hypothèses étudiées, certaines concernent des individus présentant des troubles psychologiques ou des comportements jugés inquiétants par leur entourage. Quelques suspects attirent particulièrement l'attention des enquêteurs de l'époque, notamment en raison de leurs connaissances médicales ou anatomiques supposées. Les mutilations observées sur plusieurs victimes avaient en effet conduit certains policiers à penser que le meurtrier possédait peut-être une expérience spécifique lui permettant d'agir avec méthode. Cependant, lorsque les dossiers sont réexaminés par les historiens et les criminologues des décennies plus tard, beaucoup de ces théories apparaissent moins solides qu'elles ne semblaient l'être à l'époque. Certaines reposent davantage sur des soupçons que sur des preuves concrètes. D'autres souffrent du manque de documentation ou de la disparition de témoins importants au fil des années. Le nom de Eliot Ness reste lui aussi associé à ces débats. Plusieurs auteurs ont tenté de déterminer quel suspect ils considéraient personnellement comme le plus crédible. Mais là encore, les documents disponibles ne permettent pas d'aboutir à une conclusion définitive. Il existe des indications, des hypothèses et des interprétations, mais aucune certitude absolue. Cette situation contribue fortement à la réputation de l'affaire. Contrairement à de nombreux tueurs en série identifiés après leur mort ou grâce au progrès scientifique, le Cleveland Torso Murderer demeure un fantôme historique. Son identité n'a jamais été officiellement établie. Aucun procès n'a eu lieu. Aucun aveu vérifiable n'a permis de refermer définitivement le dossier. Avec le temps, cette absence de résolution transforme l'affaire en véritable légende criminelle américaine. Les chercheurs, journalistes et auteurs spécialisés continuent d'examiner les archives dans l'espoir de découvrir un détail négligé ou une preuve oubliée. Chaque nouvelle génération d'enquêteurs amateurs propose ses propres théories. Certaines sont plausibles, d'autres beaucoup plus spéculatives. Mais malgré toutes ces tentatives, le cœur du mystère demeure intact. Personne ne sait avec certitude combien de victimes le tueur a réellement faites. Personne ne sait exactement quand il a commencé à tuer. Et personne ne sait pourquoi les crimes semblent avoir cessé. Cette dernière question est peut-être la plus troublante de toutes. Si le meurtrier était toujours vivant après la fin de la série connue, qu'est-il devenu? A-t-il été arrêté pour d'autres crimes sans jamais être relié à ceux de Cleveland? A-t-il changé de région? A-t-il continué à tuer ailleurs? Ou bien est-il mort en emportant son secret avec lui? Près d'un siècle après les faits, aucune réponse définitive n'existe. Et c'est précisément cette absence de réponse qui continue à fasciner autant qu'elle inquiète. Près d'un siècle après les faits, l'affaire du Cleveland Torso Murderer demeure l'un des dossiers non résolus les plus célèbres de l'histoire criminelle des États-Unis. Alors que de nombreux tueurs en série du XXe siècle ont fini par être identifiés grâce au progrès de la science ou à de nouvelles enquêtes, le responsable des crimes de Cleveland continue d'échapper à toute identification certaine. Cette longévité dans la mémoire collective s'explique d'abord par la brutalité des crimes. Les découvertes effectuées dans les années 1930 ont profondément marqué l'opinion publique de l'époque. Les mutilations observées sur plusieurs victimes étaient si inhabituelles qu'elles ont immédiatement transformé l'affaire en sujet de fascination nationale. Les journaux ont largement relayé les détails les plus choquants, contribuant à inscrire durablement le dossier dans l'imaginaire américain. Mais ce n'est pas uniquement la violence qui explique cette notoriété. C'est surtout l'absence de conclusion. Dans la plupart des grandes affaires criminelles, le public finit par connaître le nom du responsable, ses motivations et son destin judiciaire. Dans le cas du Cleveland Torso Murderer, rien de tout cela n'existe. Le récit semble s'interrompre brusquement au milieu de l'histoire, laissant derrière lui davantage de questions que de réponses. L'implication de Eliot Ness renforce encore cette singularité.
peu d'affaires non résolues peuvent se targuer d'avoir résisté à l'un des enquêteurs les plus célèbres de leur époque. Le fait que même Ness n'ait pas réussi à identifier formellement le tueur a contribué à donner au dossier une dimension presque mythique. Les historiens du crime considèrent aujourd'hui cette enquête comme un exemple révélateur des limites des techniques policières du début du XXe siècle. Les enquêteurs travaillaient sans ADN, sans base de données centralisée, sans analyse informatique et avec des moyens médico-légaux beaucoup plus rudimentaires que ceux disponibles aujourd'hui. Des éléments qui permettraient peut-être de résoudre rapidement une affaire moderne étaient alors impossibles à exploiter. Cette réalité nourrit un débat récurrent parmi les spécialistes. Beaucoup estiment que si les crimes avaient été commis à notre époque, l'identification du responsable aurait probablement été plus facile. D'autres rappellent que certains tueurs particulièrement prudents continuent encore aujourd'hui à défier les enquêteurs malgré les avancées technologiques. Au fil des décennies, l'affaire inspire d'innombrables livres, documentaires et études. Chaque nouvelle théorie relance brièvement l'intérêt du public. Pourtant, aucune n'a réussi à produire la preuve décisive capable de transformer une hypothèse en certitude. Ainsi, le Cleveland Torso Murderé occupe une place particulière dans l'histoire criminelle américaine. Non pas parce qu'il a été capturé, mais précisément parce qu'il ne l'a jamais été. Dans les années 1930, les habitants de Cleveland vivaient avec la peur d'un meurtrier invisible. Aujourd'hui, ce meurtrier est devenu une figure historique entourée de mystères. Les terrains vagues de Kingsbury Run ont disparu depuis longtemps. La ville a changé. Les témoins de l'époque ont presque tous disparu. Même les enquêteurs qui ont consacré une partie de leur carrière à cette affaire appartiennent désormais à l'histoire. Mais le mystère, lui, demeure. Quelque part dans les archives américaines se trouvent les dossiers d'une enquête qui n'a jamais trouvé sa conclusion. Des photographies. Des rapports de police. Des témoignages. Et une liste de victimes dont certaines n'ont même jamais retrouvé leur identité. C'est peut-être cet aspect qui rend l'affaire si troublante encore aujourd'hui. Le tueur n'a pas seulement échappé à la justice. Il a également échappé à l'histoire. Son nom est inconnu. Son visage est inconnu. Ses motivations restent inconnues. Et pourtant, près d'un siècle plus tard, ces crimes continuent d'être étudiés et racontés. Car dans l'univers des grandes affaires criminelles, certaines histoires se terminent par une arrestation. D'autres par une condamnation. Mais quelques-unes seulement se terminent par un point d'interrogation. Et le Cleveland Torso Murderé demeure l'un des plus grands de tous.